Bonjour, donc bienvenue sur ce tout premier tuto puisque la vidéo précédente était plus en fait un complément d'article on va dire de ce qui avait été écrit sur le choix du bon logiciel. C'était pas vraiment un tuto à proprement parler puisqu'on n'y apprenait rien de précis à part à ouvrir un peu les paramètres pour le choix. Donc comme j'avais promis de faire, il y avait notre ami Rosjat, si je n'écorche pas le nom, sinon sois gentil de me le dire quand tu verras la vidéo. Donc, qui proposait de faire une simulation de fluide sous Blender, puisque Cinema 4D ne possède pas de simulateur de fluide. Alors, il était confronté à un problème lors de son tuto, si vous avez l'occasion de le regarder, ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas fait. Il était confronté à un problème, c'est qu'après, lors de l'export du fichier Blender avec la simulation, il avait des problèmes d'échelle, il était un peu embêté pour remettre tout ça à l'échelle et tout, donc dans les commentaires qui suivaient son tuto, je lui avais un peu indiqué certaines solutions, je lui avais dit d'ailleurs au cas où si c'était nécessaire ou quoi, pour histoire de contribuer un peu à la faire, que je mettrai peut-être un tuto vidéo, donc c'est ce que je vais faire, je lui posterai sur son site aussi, du moins sur son blog. Et donc on va commencer de suite. Alors il était question, vous voyez, on va essayer de reprendre un peu le même schéma. Je ne dis pas que ça va être exactement la même chose. Euh, et puis on indiquera au fur et à mesure que je le ferai les différences qu'il y a entre une méthode et une autre, de façon à voir où se situe l'erreur et de façon à ce que ceux qui veulent profiter de cette possibilité euh, puissent éviter de faire les mêmes erreurs. Donc on va commencer de suite. On va envoyer Cinema 4D qui est prêt. Ah là par contre on va fermer notre navigateur puisque de toute façon voilà. Donc nous on se retrouve ici sur Cinema 4D. Cinema 4D, donc on va modéliser vite fait la petite plateforme avec les petits cubes qu'il y a dessus. On va juste faire attention à quelque chose, c'est aux dimensions de cette plateforme. Parce que c'est là où peut-être était un peu l'erreur, c'est que lui prenait un cube qui baissait comme ça un peu au feeling, il mettait les faces, il extrudait, et nous ce qu'on va faire attention c'est justement aux dimensions. On va essayer de prendre des dimensions qui soient facilement calculables, multipliées ou divisées en fait, bref, qui soient facilement modifiables pour des valeurs d'échelle, de façon à ce qu'on puisse faire correspondre juste avec des valeurs en multipliant par 10 ou en divisant par 10. Donc on va prendre dans un premier temps un cube qu'on va faire venir, ça c'est un petit plugin pour le faire venir à ce niveau-là. Là, on va lui descendre, on voit ici les propriétés qui s'affichent 200 sur 200 sur 200. Moi, ce que je vais faire en X, je vais faire 400. 400. En Y, je vais faire 10 ou 15. Allez, on va mettre 15. On va déjà, soyons fous. Et en Z, on va mettre 400 aussi. Voilà. Dans le nombre de segments, ben, on va augmenter un peu les segments, de façon à avoir des petits carrés à pouvoir extruder. On va mettre à 5, 5 segments en X, 5 segments en Z. En Y, c'est pas la peine d'en mettre, puisque ce sera pas très utile. On va juste descendre un peu dans la vue. Hop là, excusez-moi. Voilà, de façon à y voir un peu plus clair. Et on va convertir cette plateforme, en fait, puisqu'il s'agit d'une plateforme, du coup, en éditable. Alors pour ça, vous faites, vous appuyez sur la touche CTRL-C, ou alors vous cliquez ici directement. On va faire une sélection par face. On va prendre ces faces-là. Alors en appuyant sur la touche majuscule, on sélectionne les deux faces en même temps. On va en prendre une par ici, et puis on va en prendre une autre ici. Hein, je ne vous dis pas que ce sera exactement la même chose, mais le principe sera le même. Donc on est bien d'accord. Là, on va extruder ces faces-là vers le haut. On va appuyer pour se faire sur la touche raccourci D pour l'extrusion. On clique gauche sur la vue et on déplace notre souris de façon à l'extruder et on va regarder que ça monte à une valeur qu'on peut modifier de toute façon ici. On va la monter à... Là en fait c'est pas très important de... Mais bon on va dire... On va la monter à 150. 150. Allez, on va la monter à 150.
Voilà, donc là comme ça on a des tailles qui sont précises, on va même mettre à 160 d'ailleurs, comme ça ce sera même divisible par 4 facilement sans se prendre la tête. Voilà, non pas que je sois un cancre en maths, mais on va aller dans la facilité. Alors là on a notre objet de base. Cet objet de base, il est question de faire couler un fluide qui devrait tomber d'ici, arriver sur les cubes, se répartir en coulant et puis se répartir sur la plateforme qui est en bas en laissant éventuellement quelques gouttes sur les cubes, enfin bon, en tenant compte en fait de matériaux solides. Alors ce qu'on va faire, cet objet là, ben, on va l'exporter en tant qu'objet, on va faire exporter en tant qu'objet, donc objet il est ici, wirefront object, on va l'exporter dans un dossier qui va nous demander où est-ce qu'on veut le mettre. Moi je vais le mettre sur le bureau tout simplement, je pense. Je vais le mettre sur le bureau tout simplement, on va pas s'enquiquiner, on va créer un nouveau raccourci sur le bureau, on va pas s'embêter. Hop, voilà, on va faire un nouveau, on va l'exporter en fait dans mes documents. Dans mes documents, on va créer un nouveau dossier. Puisque je n'ai pas ici de cinéma 4D, on va faire tout simplement un nouveau dossier qu'on va appeler export cinéma 4D. Voilà. Export C4D. On va le mettre dedans. Voilà. Et on va nommer cet objet-là solide. Juste histoire de le retrouver, puisqu'il s'agit d'un objet qui sera effectivement solide. Voilà. Alors il nous demande ici une valeur d'échelle 1 cm égale 1 cm, donc ça on touche à rien, on fait OK, d'accord. Donc là il va exporter le fichier est exporté. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Blender. Alors pour ce faire, moi j'ai mon petit raccourci qui est ici, Blender, le voilà, hop, on va cliquer là-dessus, on va ouvrir Blender. Voilà, on va juste par contre mettre ça en dehors de notre écran, voilà. Voilà, nous sommes donc maintenant dans l'interface de Blender, donc on va faire ça. On va sélectionner avec le clic droit, pas avec le clic gauche, hein, donc clic droit plus X, on va annuler la caméra parce qu'on n'en a pas besoin. La lumière, on n'en a pas besoin non plus, donc clic droit, X, et on delete. Le cube, on va le garder. Le cube, on va le garder. On va juste le mettre ici. Vous avez le petit logo ici. On va le mettre en wireframe. Donc, ici, de façon à ce que ça devienne une cage et qu'on voit à travers. On évite de cliquer avec le bouton gauche parce que si on clique avec le bouton gauche et quelque part, c'est ce repère-là, cette petit rond rouge avec la croix qui va se déplacer. Et en fait, dans Blender, contrairement à Cinema 4D qui place les objets systématiquement au milieu de notre grille, dans Blender, si vous cliquez ici et que après vous cliquez sur ajouter un objet, il va l'ajouter à l'endroit où vous avez cliqué avec le bouton gauche de la souris. Donc on va éviter de faire ça de façon à l'avoir tout au centre. D'accord? On va faire donc comme ça. Ce carré-là. Ce carré-là, ça va être ce qui va nous servir pour le simulateur de fluide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout simulateur de fluide, on a, quel que soit le logiciel d'ailleurs, on a toujours besoin d'un domaine. Donc ce qui veut dire une cage, une sorte de cage dans laquelle va se dérouler la simulation. Tout élément qui sera compris en dehors de cette cage-là ne sera pas inclus dans la simulation. Donc on a besoin d'une cage, on a besoin de notre objet solide qu'on a exporté de Cinema 4D, et puis on a besoin d'un simulateur en fait d'origine pour le fluide. Donc pour ce faire, on va sélectionner notre objet ici qui est un cube, on va déjà l'appeler, je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs avant, on va pas l'appeler domaine directement, mais on va le choisir en tant que domaine. Voilà, alors ici dans les simulateurs de fluide, on se retrouve dans cette interface là, très complet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la simulation de fluide, mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres simulations, collision, force, les soft body, les objets souples, les objets durs, les objets rigides. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Nous, ce qui va nous intéresser dans les médias, c'est les fluides. Ça se trouve ici, vous cliquez là. Ici, donc, vous avez sélectionné votre cube, on est bien d'accord, il apparaît en orange. Donc, ce cube-là, c'est ce qui va nous servir donc de domaine, autrement dit, de cage pour faire la simulation. Donc, on clique là-dessus, on fait domaine. Alors, on va expliquer très rapidement quand même comment ça se passe au niveau du simulateur de fluide. On va peut-être s'étendre un peu, j'aurais pas trop voulu, mais on va dire voilà.
On va quand même expliquer très rapidement. Simulateur de fluide, tous les réglages qui se feront, la quasi-totalité des réglages qui se feront importants vont être au niveau du domaine. Que de toute façon ici le cube, on va double-cliquer dessus et renommer domaine. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Voilà, il sera nommé domaine. Donc ici, ce qu'on a, on a ici bec. Donc c'est pour quand on a inséré tous les éléments nécessaires à notre simulation de fluide, on clique là-dessus pour calculer la simulation. Donc ici on a la résolution finale, la résolution de rendu. Alors elle est à 65, c'est pas terrible, et on a plutôt intérêt à l'augmenter, mais je vais vous montrer que ça interfère directement sur le poids du fichier, donc à vous de trouver une chose un peu judicieuse, sachant que de toute façon on pourra toujours mettre dans un hyperNURBS après pour assouplir les formes. Ici c'est la résolution de la preview, c'est-à-dire la résolution dans votre image, dans votre fenêtre qui apparaît ici. Ici c'est compté en secondes. Alors en secondes ici, on va dire ça commence à 0 secondes et ça se termine à 4 secondes. 4 secondes, si on prend ici, on a les propriétés de rendu, donc on va regarder les propriétés de rendu, on est à 24 images secondes, on va passer à 25, vous avez le choix, moi je viens passer à 25, donc 25 images secondes sur 250 frames, donc 250 images, ça voudrait dire une animation de 10 secondes. Alors là c'est quand même important de faire correspondre l'animation ici à 10 secondes, dans notre cas il y a une petite astuce moi que je pratique, c'est-à-dire ça interfère directement. Moi ce que je fais c'est que les 10 secondes je les divise par 2, je fais 5 secondes, ça veut dire que les 250 frames elles vont être calculées quand même, mais ça va être réparti sur 5 secondes, ce qui fait qu'en fait étrangement c'est la simulation qui devait durer 10 secondes va être répartie sur 5 secondes, donc ça va faire beaucoup plus d'images à la seconde, et ce qui fait qu'en fait dans le déroulement final de l'animation ce sera plus réaliste parce que l'animation sera un peu plus lente. On va dire que si je fais un robinet qui coule, plutôt que ça coule vite comme ça, comme si le robinet était ouvert à fond, ça fera beaucoup plus réaliste à ce niveau là. Donc ici c'est ce qu'on va faire, on va double cliquer dessus et on va mettre 5 secondes, voilà, on est à 5 secondes, donc on est sur la moitié du temps prévu. Là, on a vu les résolutions, donc regardez que si j'augmente, normalement, on va augmenter les choses alentours de 100, je pense, ce serait idéal. Donc on clique sur la petite flèche et on voit que en haut, au niveau du bake, ça change au fur et à mesure. On est à 97 au lieu de 27, d'accord? Donc plus on va augmenter la résolution, plus le fichier va être lourd à la fin. Fluid Word, ça c'est les presets de fluide, c'est-à-dire que le fluide, on a les presets, miel, huile, pétrole, et eau. Donc nous dans notre cas on va prendre de l'eau, mais c'est les presets plus ou moins de viscosité. Là c'est pas la peine de toucher puisque c'est pré-paramétré déjà en fonction du type de liquide que vous voulez. On va prendre de l'eau. Fluid Boundary. Alors Fluid Boundary c'est ce que vous allez avoir. Alors là effectivement si vous mettez des subdivisions, que vous voulez augmenter les subdivisions, ça va augmenter le temps de calcul. En revanche vous aurez des gouttes qui seront beaucoup plus rondes, beaucoup plus fluides. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre on va dire à 2. 2, smoothing, vous le laissez comme ça, ou vous pouvez l'augmenter un peu si vous voulez, mais il faut savoir quand même que, alors là, partial sleep, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre en free. Partial, en fait, c'est-à-dire que ça va tenir compte des paramètres ça ne sera pas forcément toujours bien arrondi tout là. Free, ça va laisser glisser des éléments, ça va donner plus de réalisme à la scène en gros. On va pas développer tout, mais on va retenir ça. Donc le mieux c'est quand même de le laisser de le mettre paramétré sur free. Et ici, fluide particle, ça c'est les gouttelettes quand ça va tomber. Si ça doit émettre des particules, ou si vous voulez ajouter un contrôleur dans votre fluide qui à un moment donné va sortir de l'eau et pour contrôler des particules, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va faire. Là on va pas en mettre parce que ça gonfle énormément les temps de calcul, et puis on n'a pas besoin des particules. Le liquide qui tombe avec les quelques gouttelettes qui rebondissent, ça suffira largement. Donc là voilà, on a expliqué un peu le domaine, les différents paramètres. Ils sont bons à savoir. Alors maintenant, on va passer dans le paramétrage de notre projet. Donc là, on a un cube, on ne connaît pas ses dimensions, à vrai dire, donc on est un peu embêté. Donc on va appuyer sur la touche N pour avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, ici, quand on regarde ici, on voit
les scales. Alors les scales ici sont multipliés par 2. Qu'à cela ne tienne, c'est-à-dire qu'ici quand vous allez augmenter de 1, ça va faire 2. Donc ici elles sont à 1, voilà. Et donc si je les mets à 200, je devrais me retrouver avec un résultat de 400 en scale. Qu'à cela ne tienne, moi j'aime pas bien ce facteur de multiplication. Les dimensions, on va les modifier, les dimensions à partir d'ici, on va mettre carrément comme notre cube on l'avait. Alors en X, à savoir que ici les axes sont X, Y est en profondeur et Z est en hauteur. On retrouve alors un peu, donc faire attention à ça aussi quand même. Donc on va se retrouver en X avec 400. Vous allez voir, ça va le grandir énormément. Pouf, qu'est-ce qu'il est devenu grand? C'est pas grave, c'est pas grave. Alors en Y, on va se retrouver aussi avec 400. Boum, il est carrément sorti de là. Et là, nous, on avait 160 en hauteur. Donc, à cela ne tienne, on va faire pareil, 160. Hop, et là, si je recule sur ma vue, on se retrouve avec une grille au milieu, mais on se retrouve avec quelque chose qui correspond exactement, en fait, à l'enveloppe de mon objet. Seulement nous, notre problème avec cet objet-là, c'est qu'il faut quand même que la cage soit plus haute pour que les liquides puissent tomber. Puisque tout ce qui n'est pas compris dans le domaine ne sera pas calculé. Donc notre but, c'est quand même d'augmenter la hauteur. C'est ce qu'on va faire, on va augmenter la hauteur. On va augmenter grandement la hauteur, de façon à pouvoir avoir notre liquide qui tombe sur notre objet. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche, là, le bouton du milieu de la souris, on reste cliqué et puis on pivote, donc on peut le mettre comme ça. Donc notre grille a disparu, on ne clique toujours pas sur le bouton pour pas changer ce repère. On va importer notre objet, alors on va importer Wirefront Object, d'accord, donc moi je l'ai placé dans mes documents, des documents and setting. On va voir si on le retrouve facilement. Apparemment il n'a pas trop envie de le faire comme ça. C'est user, documents, on avait export CKD objet, il est ici, donc on va faire comme ça, import object, et là on constate une chose, c'est qu'en fait il est exactement aux dimensions du cube. Donc déjà, ça va nous faciliter beaucoup la chose. Si on regarde bien, voilà, il s'est calé. Comme on n'a pas touché au repère du milieu, il nous a mis l'objet au centre. Il nous suffit maintenant de le descendre jusqu'en bas pour que tout se passe bien pour lui. Et c'est ce qu'on va faire. On va donc le descendre jusqu'en bas, cet objet-là. Voilà, on va le poser sur le bas. Alors voilà. Là, on se retrouve avec l'objet qui est posé sur le bas. Alors, il faut savoir une chose quand même au niveau de notre cage de domaine. Ce qui se passe, c'est que les fluides, alors là, après, ça doit être des paramètres beaucoup plus fins que je ne maîtrise pas tout à fait, mais les fluides n'iront pas exactement jusqu'au bord d'ici. Donc, quand vous prévoyez de faire votre objet, prévoyez sur CKD de le faire un peu plus grand. Vous partez sur une dimension de 400 sur 400, mais vous faites votre objet un peu plus grand. Éventuellement un tout petit peu plus petit si vous voulez que ça vienne jusqu'au bord de l'objet, mais après ce sera à vous de modifier légèrement sur Cinema 4D de façon à ce que ça arrive jusqu'au bord, sans pour autant, parce que si vous modifiez directement l'échelle de la simulation, ça va modifier aussi l'échelle des trous. Donc au niveau des rebonds de fluide, ce sera pas bon, parce que l'eau rebondira par exemple ici à ce niveau-là, alors qu'elle aurait dû rebondir contre la paroi ici. Donc ça c'est quand même à prévoir. Si vous voulez, vous le faites un tout petit peu plus petit, vous dites bon ben je fais 3 cm de chaque côté de moins, et puis je le compte quand même comme s'il était à 400, et comme ça le fluide, vous verrez, il tombe pile poil dessus. Ça c'est une astuce que je vous donne. C'est à savoir, effectivement on pourrait dire oui mais il devrait y avoir quelque chose qui fait que ça se fasse automatiquement, c'est vrai, mais bon, le logiciel des fois ils correspondent pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait leur même façon de faire, et c'est à nous de trouver les astuces pour s'en sortir le mieux possible. Alors, là maintenant on a notre domaine, en noir, ici, notre objet, qui est nommé ici aussi comme cube, bon, vous voyez d'où l'intérêt de les nommer au fur et à mesure. Alors celui-là on va l'appeler solide, voilà, et dans simulation de fluide, ce solide là qui est sélectionné, on va retourner dans notre simulation de fluide, et on va le mettre en tant qu'obstacle, parce qu'il s'agit bien d'un obstacle au fluide. Alors là, partial, on peut mettre aussi sur free, si on veut, mais en fait vous pouvez le laisser sur partial, c'est pas vraiment un problème. Export animated mesh, ça c'est si vous avez en plus des valeurs, des solides qui doivent, des mèches en fait qui doivent circuler en fait avec
genre un objet qui tombe dessus. Enfin, mais c'est pas utile là. Dans notre cas, ça nous intéresse pas. Vous ne le validez pas parce que ce sera pas la peine là dans ce cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert. Voilà, vous avez un mesh, justement, vous avez mis un contrôleur à une sphère qui sort de l'eau à un moment donné et tout, qui est animé et qui crée des particules, donc chose qu'on va pas faire parce que ça prend énormément de temps de calcul et puis c'est pas le but du tuto. Là, vous cliquerez sur Export Mesh pour qu'il puisse exporter effectivement aussi la forme qui a été ajoutée sous Blender. Comme ça, vous aurez votre objet total avec les mèches exportées, etc. Vous ne perdrez rien du tout. Donc c'est bon à savoir parce que c'est peut être utile de faire de l'eau qui coule et puis après un objet qui sort de l'eau, qui laisse des gouttelettes en sortant. Enfin, ça peut être joli, mais bon, faut savoir que ça peut vous prendre une nuit à calculer ce genre de truc. Quand vous augmentez la résolution et les particules, ça peut être de l'ordre de 30 minutes par image. Donc ça fait quand même très très long, quoi. Voilà, faut quand même le savoir. Et puis ou alors, il faut avoir une bécane hyper musclée, mais même comme ça, c'est quand même très long. Là, ce panneau-là ne nous intéresse plus. On appuie sur N, on le fait disparaître, ça nous libère un peu de champ. Ici, on va ajouter donc notre origine pour le fluide. On va mettre un icosphère. C'est à vous de voir, vous pouvez prendre un cube, un icosphère. Enfin, ne prenez pas un plane quand même, parce que ce sera un peu limite. Ça fera pas beaucoup en termes de quantité de fluide. Prenez des volumes quand même qui sera donc moi, je choisis icosphère, mais libre à vous de choisir autre chose. Donc là, on va aller ici, elle est toute petite, hein. Je vous la montre, mais évidemment elle est toute petite puisque la grille est toute petite. Donc on va appuyer sur la touche S qui veut dire Scale. Voilà. On clique sur le bouton gauche de la souris, on reste cliqué et on déplace vers l'extérieur de façon à grossir notre sphère. Alors vous devez voir, hein, hop, voilà, vous recliquez quand c'est sorti de la fenêtre, hop, voilà. Ensuite, vous recommencez l'opération. Voilà, icosphère, je pense que de cette taille-là, ça devrait aller. Et on valide en recliquant du bouton gauche. On va la monter jusqu'en haut à peu près de notre cage. Voilà, surtout qu'elle ne sorte pas de la cage, hein, parce que tout ce qui est compris à l'extérieur ne sera pas calculé. Et cette icosphère-là, on va l'appeler liquide. Comme ça, on s'y retrouve. Prenez bien l'habitude, vous verrez au cours de mes tutos, généralement les objets, comme les matériaux, les textures, je prends l'habitude de les noter de suite parce que ça évite après de chercher partout. Et quand vous avez des scènes très simples, ça va, mais quand vous avez des scènes compliquées avec un tas de textures, un tas d'objets, si vous les nommez pas après quand vous voulez modifier quelque chose, c'est vraiment la galère pour les retrouver. Donc prenez cette habitude de toujours noter, dès que vous faites un truc, lui donner un nom explicite que libre à vous de choisir celui que vous voulez, mais un nom explicite qui fait qu'en fait vous n'aurez pas de problème. Donc là on a tous nos éléments. On a tous nos éléments, sauf que le liquide, là, on l'a pas paramétré. Donc on revient ici sur la simulation de fluide, et donc là, on va lui mettre fluide. Cette sphère-là sera compris donc en fluide. Alors pareil ici, hein, volume, fluide, machin. Là, je vous conseille pas de toucher à rien, puisque de toute façon, les paramètres sont déjà faits en fonction de ce qu'on avait paramétré dans le domaine. On avait dans le domaine, on savait que c'était, attendez voir que je vois plus clair, on savait que c'était en fluide, c'était de l'eau, et donc tout ce qui est densité et compagnie c'est déjà calculé, la gravité aussi, donc il n'y a pas de souci à faire. C'est assez standard. Pensez toujours quand même à rester dans la mesure du possible pour tout ce qui est simulation dans des valeurs dites humaines. C'est-à-dire, ne faites pas une simulation pour un liquide qui tombe sur un objet, béton qui est censé être une table par exemple. Ne faites pas une table de 300 mètres de haut sur 400 mètres de large, même si pour vous ça peut être pratique dans la vue, mais le problème qui se passe c'est que la simulation ne sera pas réaliste. Quand le liquide va tomber dessus, une fois que tout sera remis à l'échelle, les gouttelettes vous ne les verrez plus, la simulation ne sera pas réaliste du tout. Donc pensez toujours que ce type de simulation sont calculées avec des valeurs réelles d'apesanteur, qui est 9,09/180, enfin je sais plus si je me trompe. Et donc c'est calculé avec ces valeurs réelles justement pour correspondre à la réalité d'un monde. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire maintenant, on a nos objets. Donc, dans domaine, j'ai oublié quelque chose de très important. Dans notre domaine, on va voir là. Et là, ici, on a le fichier de sauvegarde de notre simulation. Donc, on se fait pas avoir, on ne le laisse pas là parce que, voilà, le mieux, c'est quand même de le choisir soi-même. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va donc le choisir, on s'en fait pas comme ça. Moi, je veux le mettre dans le même dossier. Je vais pas m'embêter avec ça. On va faire comme ça.
José, c'est mon nom, comme ça vous le saurez. Tant pour moi. Document. On avait ici l'export Cinema 4D. On va créer, on va mettre dans le même dossier, donc on va créer un nouveau dossier. Ok, donc là il vous demande de valider. Donc ok, voilà. Ce dossier-là, vous allez l'appeler simulation, par exemple, hein, à vous de voir. Hop, entrée, accepte. Voilà, maintenant vous l'avez ici, cacheport. Ah, là il m'a fait un petit problème. Document, export cinéma HD, cache fluide. Pourquoi il m'a mis cache fluide? Oui, parce qu'effectivement le dossier est nommé cache fluide dans simulation. Donc on peut le laisser comme ça ou on peut le renommer liquide. Allez, simule Blender. Voilà, comme ça pour le fun. Voilà, ok, là maintenant normalement ça devrait... voilà, ici on a donc effectivement dans simulation le dossier Simule Blender. Donc les fichiers seront sauvegardés ici. Alors ce qu'il faut faire quand même, aussi là on a notre fichier, on a fait notre domaine. Alors ce qui est bien, je vais vous expliquer quelque chose d'assez important quand même. Ce cube là qui va nous servir de solide. Alors nous qui travaillons dans la 3D, pour ceux qui débutent, vous ne le savez pas, pour ceux qui sont un peu plus confirmés, vous le savez très bien, il est une question toujours de normal. Elle est normale, ce sont des vecteurs qui sont perpendiculaires aux faces. Bon là ça complique pas beaucoup les choses puisque c'est des cubes, donc c'est fatalement perpendiculaire aux faces. Pour une sphère ce sera pareil, ce sera perpendiculaire aux faces, donc ça s'alignera comme ça. C'est ce qui nous sert enfin c'est ce qui sert au logiciel, parce que c'est pas nous qui faisons, heureusement pour nous, à calculer en fait les comment dire, le devant de l'arrière d'un matériel, d'un objet. Donc ce qui veut dire qu'en fait ça servira pour appliquer les textures, ça servira pour tout ce qui est reflet, pour tout ce qui est spécularité, c'est la manière dont une texture reflète la lumière, donc perpendiculaire à sa face. Si la face elle est oblique, arrondie comme ça va refléter la lumière comme ça. Ça va nous servir aussi pour définir quelle est la face active en fait d'un objet. Donc là en l'occurrence, comme c'est un obstacle, il est question aussi de normal puisque la face active doit être à l'extérieur. Normalement il n'y a pas de problème avec ça. Moi je recommande quand même dans la mesure du possible, pour limiter les erreurs, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des erreurs avec Blender et puis Cinema 4D à ce niveau là. Vous avez cet objet là qui est ici en mode objet, vous cliquez dessus, vous passez en mode edit. Vous passez en mode edit, donc là on le voit comme ça, on voit qu'on pourrait éditer à partir des points et tout, mais tout ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est ici, là, dans cette option là, il y a normal, et on va cliquer sur recalculate. Voilà, une fois qu'elles sont recalculées, il a recalculé les normales à l'extérieur. Ça va nous permettre d'avoir un fluide qui prend bien en compte l'objet. Si les normales sont de l'autre côté, si vous avez une épaisseur sur l'objet, il passera la première face et il rebondira sur la deuxième. Donc en admettant que ce soit un objet qui soit plein avec une face à l'intérieur, ce serait pas bon. Donc pour éviter ce genre de problème sur des simulations un peu plus complexes, on va dire, ou sur des objets un peu moins basiques, vous faites comme ça. Là après ça vous empêche pas de repasser en mode objet, il n'y a pas de souci. Mais les normales ont été recalculées. Maintenant tout est fait, il ne reste plus qu'à cliquer dans domaine sur Bake. Alors je garantis pas d'attendre jusqu'à la fin. On fera une petite pause et puis je vais juste vous expliquer là la barre, voilà, mais on va voir que ça se calcule relativement vite. Mais bon, s'il faut rester 3/4 d'heure devant le tuto en attendant que ça passe, voilà. Je peux vous en profiter pour vous expliquer l'histoire du Pahang Pahang, qui est un petit script additionnel à Cinema 4D qui est libre. C'est un script tout à fait libre. Là je vous conseille de regarder sur internet Pang Pang. Là j'ai pas fait la recherche sur le, mais je vais peut-être profiter justement de cette pause pour vous présenter. Donc on va voir ça, mais sinon c'est présenté aussi sur le blog de Ross Chat. Décidément j'ai un problème avec son nom. C'est KD débutant. Donc on va cliquer sur Bake. Et là la simulation va commencer à être calculée. Voilà, ici on voit apparaître une petite barre de progression. La simulation sera finie de calculer quand la barre sera arrivée à la fin. Donc les premières images sont toujours un peu plus
lente. Après, ça va un peu plus vite. Mais bon, voilà. Alors, vous devez calculer la simulation. Là, elle se fait sur 250 frames. J'aurais pu faire sur moins, parce que c'était pas forcément intéressant de faire sur tout ça. En cas où vous, la simulation, vous êtes trompé, vous avez fait sur 250 frames comme moi, et puis ça vous intéresse pas, vous voulez l'arrêter à 100, vous avez toujours la possibilité, tant qu'il calcule, là je vais vous montrer, peut-être qu'il a commencé déjà à calculer, ici, là, vous pouvez passer image par image, vous avez la simulation, ça vous empêche pas, hein, pendant qu'il calcule, vous pouvez très bien jouer sur la scène, il n'y a pas de souci. Euh, Là, si vous calculez ici, si vous mettez l'image, vous voyez, il n'a pas encore calculé apparemment. Bon, il faudra attendre un peu. Là, je pense qu'il est un peu long à calculer parce qu'en plus, il y a Camstasia. Donc, on va le laisser calculer tranquillement. Je vous montrerai après cette chose. Voilà. Alors, petite pause et puis on se retrouve pour le script Parang Parang qui va nous aider à exporter tous ces fichiers. Euh, Parce qu'il va les sauvegarder en fichier image par image, mais en fichier objet. Donc après, à Cinema 4D, il faut lui faire comprendre que ce sont des fichiers objets, mais que ce sont des objets animés qu'il va falloir qu'ils mettent à la suite les uns des autres. C'est pas, voilà, c'est pas une séquence image simple. Donc il faut pour ça un petit script, parce que Cinema 4D ne sait pas le faire tout seul. Il y a un petit script qui a été prévu. Je vous présente ça pendant la pause. À tout de suite. Bon, alors pendant que Blender calcule son rendu, enfin du moins la simulation, parce qu'il n'est pas question de rendu là, c'est juste de la simulation. On va donc faire un petit tour sur le web au site pangpang.com, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est le script en question qui permet à Cinema 4D, à Blender d'échanger des fichiers d'animation, de simulation de fluide là en l'occurrence. Alors vous pouvez lire un peu si vous n'avez pas de problème avec l'anglais. Hop là, attention. Euh, c'est très intéressant. Moi je ne veux pas vous en faire le résumé parce que voilà, c'est pas le but de l'opération. Là ici, quand vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur Blender Fluid in Cinema 4D, the next step. Voilà. Vous allez tomber sur une page où il y a encore quelques petites explications. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et ici, vous cliquez là-dessus pour télécharger le fichier. Donc le fichier est un fichier qui arrive en zip ou RAR. Enfin bref, il arrive en compressé. C'est à vous de le décompresser. Alors, lorsque vous l'aurez décompressé, vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à ceci. Moi, je l'ai mal rangé là. C'est pour le besoin du tuto, j'ai mis mes éléments là-dedans. Il s'appelle le fluide container. Vous voyez, c'est un dossier, c'est 4D. Donc après, il vous suffit à vous de le ranger dans votre dossier cinéma 4D ou alors, sinon, de le ranger dans mes documents et puis vous en servir, enfin vous trouvez une bonne place. Moi ce que j'ai fait c'est que sur un autre disque dur j'ai tous mes scripts et mes plugins, les plugins qui sont installés ça c'est une chose, mais tous les scripts généralement comme il y en a quand même pas mal entre C4D, 3ds Max, After Effects, tout, il y a quand même pas mal de scripts. Donc je les ai rangés moi dans un dossier sur un disque dur externe et ils sont nommés. Des fois j'y ai même mis un petit descriptif pour pouvoir me souvenir à quoi ils correspondent exactement. Et quand j'en ai besoin, je vais les chercher comme ça. Maintenant, chacun s'organise comme il veut. Ça peut être pratique de les avoir directement dans le fichier d'installation de Cinema 4D. C'est un choix. Donc, une fois que vous avez ça, c'est ce fichier-là qui va nous permettre donc de pouvoir exporter toute notre simulation vers Cinema 4D. Donc on le retrouve bien ici. Alors il n'y a pas de problème, moi je l'ai sur là-dessus, donc on ira le chercher après. Là je vais fermer cette fenêtre. Bon, donc là en fait il a tout calculé, on a la simulation un peu rapide, certes, d'accord, c'est vrai, mais voilà, puisque j'avais pas remodifié là au niveau des secondes. Donc on va reprendre au début, on se cale sur l'image 0, on clique sur domaine, très important, c'est le domaine qui va être sélectionné, on va exporter tout cette animation de fluide sous forme d'objets animés, donc un objet par image, donc 250 objets, et notre petit script Pang, le container, va nous servir en fait à déchiffrer ça sous Cinema 4D. Donc pour ce faire, on sélectionne domaine, pas autre chose, hein, exclusivement domaine, file, export, away from object, objet. Ah, là j'en ai déjà qui sont exportés, je l'avais déjà fait, donc on l'exporte ici, on veille bien, moi je l'ai dans mon dossier, je
recréer un dossier à côté de la simulation cache fluide. Donc vous créez un dossier à côté de votre simulation, on va dire. Je vous montre ça de suite. On avait notre simulation de on va faire d'ailleurs export. Ça c'était des essais que j'ai fait, donc celui-là ne compte pas. Simulation, on avait donc cache fluide, tout ce cache qui sert en fait à Blender à ne pas recalculer toute la simulation si on a un rendu à faire, donc il le tient en mémoire cache, ce qui nous arrange aussi d'ailleurs, parce que comme ça pour l'objet il n'aura pas à recalculer. Vous créez un petit dossier, objet ou autre chose, moi je vais le nommer objet aussi, et vous l'exportez dans ce dossier là. Donc moi ils sont déjà exportés parce que j'ai fait un essai avant pour vérifier, parce que j'ai eu quelques petits bugs sur l'ordinateur, donc pour une vérification j'étais obligé de vérifier ça, voilà. Donc ils sont déjà là. Ce que vous faites quand même, vous veillez bien ici à sélection only, donc bien que le domaine qui est sélectionné. L'animation, apply modifier, machin, nanana. Ici vous décochez, parce qu'ici ça se sera coché, donc vous le décochez. Vous regardez bien ici les paramètres, vous faites bien pareil. Ici forward Z Y up, c'est parce qu'en fait sur Blender on va voir, je vais vous le montrer là dans un instant quand on aura fini l'export, mais vous avez peut-être déjà remarqué que les axes X, Y et Z ne sont pas positionnés pareil. Donc en fait il nous propose de changer le Z pour Y, et c'est justement ce qu'il faut. Je vais vous montrer ça quand il aura fini l'export, on va retomber sur l'image et je vais vous montrer ça. Donc ensuite, une fois que c'est validé, vous avez créé votre dossier, vous l'avez nommé d'une façon, vous cliquez sur Export Object, donc là on ne sait pas trop ce qui se passe, il calcule, mais tant que l'autre image apparaît pas, c'est-à-dire tant qu'on ne retombe pas sur notre scène de base, c'est que le calcul n'est pas fini. Là il me met ne répond pas, j'espère qu'il va pas me refaire un autre bug. Quand il aura fini, l'image réapparaît, voilà, donc là en fait j'ai pas besoin de le faire moi en ce qui me concerne. Ah oui, oui, exact. Ah bon, c'est pas grave. Donc oui, autant pour moi j'ai fait une erreur, j'ai cliqué sur Export Objet, il me les a exportés sur le même fichier. J'espère qu'il les a simplement réécrits par-dessus, qu'il m'a pas refait le double, parce que sinon on ne comprendra rien du tout. Alors, ce que je vous expliquais par rapport aux axes, c'est vrai que sur Blender, l'axe Z, au lieu d'être l'axe de profondeur, est l'axe vertical. C'est pour ça qu'il nous proposait de changer le Z pour Y, donc ce qui fait que le Y devient l'axe vertical et le Z l'axe de profondeur, ce qui semble plus logique, et on se retombera comme ça sur les mêmes coordonnées avec Cinema 4D. Donc là normalement avec Blender on a fini. Je vais juste faire comme ça parce que sait-on jamais ce qui peut arriver. On va ouvrir Cinema 4D, voilà, et retrouver donc notre scène de base. Nous avons toujours notre petit cube. Alors pour importer l'animation, on va fusionner, bien important, parce que si vous faites ouvrir, vous allez ouvrir un autre projet. Fluid Container, donc là où vous l'avez rangé, c'est donc notre script Pang Pang. Il est ici. Alors ici, bon, moi j'ai déjà modifié, pensez bien à 0,249 puisque Blender commence son animation à l'image 1 jusqu'à 250, donc ça fait bien 249 frames, voilà. Donc pensez bien faire correspondre ça. Si ici on regarde Fluid Container, dans données utilisateurs, on va aller chercher nos données utilisateurs. Alors vous cliquez sur le premier, vous faites ouvrir, il va comprendre de suite ce qu'il en est. Alors là, à mon avis, justement, il y aura peut-être un petit problème parce que comme il m'a réécrit dessus. Donc ici, si on regarde bien, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 chiffres. 6 chiffres, 6 chiffres, donc c'est ce qui va nous intéresser de retenir, c'est qu'ici en fait, counterlang, on va 6 chiffres, et là ici l'animation recette commence à l'image 1, et si on regarde dans objet, on a cette scène est valide. Temps d'animation 0 frame, normalement on devrait avoir 240, mais 250 frames, mais de toute façon l'objet est exporté. Alors il se trouve qu'il est exporté vachement haut, donc là on ne le voit pas, mais si on recule, qu'on recule bien, on va finir par le voir, il est là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est on va jouer l'animation un petit coup, juste machin comme ça, juste pour voir où est-ce que ça s'arrête, et on va descendre notre simulation de façon à la faire correspondre à ici. Ensuite, on va remonter un peu de façon à voir un peu mieux les choses. On va zoomer.
pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, effectivement, on va recaler tous ces objets-là ici, juste là. Et donc normalement, en fait, ça devrait bien coller. Sauf qu'on voit qu'effectivement ici, là, ça correspond pas. C'est un peu le même problème que sous Blender. C'est le container fait que il y a comme une sorte de répulsion sur les bords du container et qui fait que le liquide ne va pas exactement sur le bord du container. Alors, vous avez le choix quand vous faites le container de le faire un tout petit peu plus grand de façon à ce que le liquide il vienne jusque sur le bord, mais ça va nécessiter de faire plusieurs essais avant de trouver la bonne taille, ce qui n'est pas forcément le plus adapté. Ou alors sinon, on fait comme ça, on fait jouer l'animation, le liquide tombe, on fait sur pause. Là, on voit quand même que la simulation est relativement bien réussie. Ce qu'on va faire là à ce niveau-là, c'est comme on voit qu'effectivement ça pose un petit problème. Là, on a comme les gouttelettes ici qui sont un peu, bon, pourquoi pas, elles se touchent, mais au moins elles pénètrent pas dans la matière. Ce qu'on va faire donc, on va juste modifier ici, parce qu'en fait, si on regardait par transparence notre objet, si on regarde notre objet par transparence, on va se rendre compte que on va faire en ligne. On va se rendre compte qu'en fait nos fluides pénètrent dans l'objet. Donc c'est pas très réaliste pour ce qui est rebond de fluide, c'est-à-dire qu'ils rebondissent en delà de la limite de l'objet. Donc ça c'est pas très bon. Ce qu'on va faire pour mieux comprendre, on va aller là, on va aller dans coordonnées et on va juste rectifier un tout petit peu les échelles de façon à faire correspondre les bords les uns aux autres. Alors là on est sur l'axe Z. Sur Z on va faire une augmentation légère comme ça et un placement plus judicieux. On va essayer de se mettre en face de façon à bien voir ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, on va tourner de ce côté-là et on va faire sur l'axe X la même manipulation. Voilà, on va le déplacer un peu de façon à ce que les bords correspondent. Et sur l'axe Z, eh bien, on va agrandir un tout petit peu l'échelle sur l'axe Z parce qu'on voit que le liquide pénètre un peu sur là-dedans. Donc on va agrandir l'échelle sur l'axe Y, pardon, excusez-moi. On va agrandir un peu l'échelle et recaler tout ça au bon endroit. Alors là, je suis peut-être allé un peu fort, on va baisser un peu. Voilà, et recaler ça. Et là, on devrait avoir quelque chose qui devrait être beaucoup plus adapté à nos cubes. Alors, on a X, Y. Etc. Et voilà, maintenant, si on veut, on devrait avoir quelque chose de plus adapté. Si on prend l'affichage en ombrage de Gouraud, on va avoir quelque chose de beaucoup plus adapté, les fluides qui passent un peu plus. Alors effectivement, on peut toujours le modifier un peu son placement, modifier un peu son échelle sur les X, parce que je crois que j'ai vu un peu fort. Voilà, normalement ça ne me faisait pas ce problème-là avant. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais avant j'avais pas ce genre de problème et ça tombait pile poil. Peut-être dû à un ou deux bugs par-ci par-là que j'ai eu qui m'ont fait un gros bordel, mais ça tombe bien parce que comme ça je me retrouve confronté un peu au même problème. Et donc voilà, la solution quand même, elle permet quand même d'aller beaucoup plus rapidement à notre but. Bon, les gouttes ici sont de très mauvais goût, mais elles rentrent pas, donc c'est des gouttes qui se touchent sur le sommet. Bon, c'est la simulation qui l'a voulu comme ça. Alors ça, après, on a toujours la possibilité de le mettre dans un hyperNURBS, de mettre le fluide container dans un hyperNURBS, voilà, de façon à avoir un fluide qui est beaucoup plus, voilà, base, machin, on va subdiviser. Alors après, c'est à vous de voir hein, jusqu'à où votre ordinateur peut aller. Voilà. Subdivision de rendu. Alors, on va mettre un petit matériau quand même pour le fun. On va mettre un matériau blanc sur l'objet ici. Voilà. Et on va mettre un matériau rouge comme avait fait notre ami sur le liquide. Donc on va prendre une couleur bien rouge sang ou tomate si vous préférez. On va mettre un peu de réflexion légère.
Voilà, par exemple, hop, voilà. Ok, et on va l'appliquer à notre container. Ce qui fait que normalement, ici, on devrait avoir quelque chose comme ça. Et si je relance ma simulation au début, voilà, effectivement, on a un petit problème avec Camstasia. Mais donc, on se retrouve avec, effectivement, là, on a bien le liquide qui se bute sur le bord. Donc, on a bien retrouvé nos échelles. Et on a une simulation réaliste. Bon, après, voilà, si je fais un rendu, voilà, il rame un peu parce qu'avec Camstasia derrière, c'est pas tout le top. Et voilà, on se retrouve donc avec nos petits fluides qui vont bien. Et ça nous limite quand même beaucoup les dégâts. Je pense que là, j'ai eu un petit problème. Moi, il a fallu que je rebidouille sur l'échelle. Le plus important à retenir, en fait, c'est que pour bidouiller les échelles, c'est un principe qu'il faut toujours retenir dans l'animation. Dès qu'un objet va être animé, c'est systématique. Il ne faut surtout pas modifier son échelle avec cette sorte de gizmo d'échelle. Bon, si je fais comme ça avec ce sorte de gizmo, les échelles sur un objet animé, parce que ça modifie l'aspect visuel de l'objet, mais pas vraiment dans ses coordonnées. C'est une fausse mise à l'échelle en fait. Donc il vaut mieux toujours passer par les coordonnées et modifier au niveau des coordonnées directes, quoi, de modifier les échelles directement ici. Alors là, effectivement, on voit pourquoi ça s'est dit, on avait eu ce problème-là. On avait 397 alors qu'au départ on avait 400. Donc il n'a pas trop respecté lors de l'export. Et donc effectivement, mais en modifiant à partir des chiffres, on tombera toujours sur quelque chose de plus exact parce que toute l'animation sera recalculée, elle sera proportionnelle aux valeurs qu'on aura rentrées. Si on commence à modifier avec ce genre d'échelle, on peut très bien retomber sur des objets qui en fait ont gardé à la base dans les coordonnées leurs paramètres d'origine, et dans les modifications, si on a fait une animation et qu'après on modifie l'échelle, ça n'aura pas modifié l'échelle de l'animation, ça aura modifié l'échelle de l'objet en apparence, mais pas l'échelle de l'animation. Ce qui fait qu'en fait, on aura des résultats très inattendus. On peut très bien retrouver sur un axe de deux objets qui font comme ça, qui s'animent, il y en a un qui s'ouvre, l'autre qui se ferme, du coup se retrouve avec un objet qui devient tout petit, l'autre tout grand, et puis qui se referme ou qui tourne dans le mauvais sens, voire dans le mauvais axe carrément, c'est-à-dire qu'au lieu d'être sur les axes X ou Y, ils viennent directement sur l'axe Z de profondeur. Donc ça peut faire des données un peu spéciales. Voilà. On va s'arrêter là ce tuto. Je pense qu'il aura apporté quelques petites réponses, surtout de veiller à justement prendre des proportions ici qui seraient facilement calculables. Moi au départ j'avais pris 400. Si je reprends mon objet ici, on voit 400, ici il y a eu ce petit gag qui est venu s'interférer. Normalement je voulais mettre 160, mais j'ai dû oublier d'effacer quelque chose. Et prenez des valeurs qui soient sûres. Dans Blender, remettez ces valeurs là, comme ça vous êtes sûr, voilà, à part pour la hauteur, parce que l'objet il faut bien que le domaine soit beaucoup plus haut pour que le liquide tombe d'en haut. Sinon, il sera à la hauteur des objets. Donc là, cette dimension-là, c'est pour ça, elle n'est pas exacte, mais elle est de moindre importance en fait, puisque de toute façon, mon objet après faisait 600. Donc ça faisait 400, 600 sur 400 dans Blender. On peut vérifier. Si je prends mon domaine ici, s'il veut bien, hop, si je fais domaine, j'appuie sur N, condition évidemment. Moi maintenant il m'a fait ma simulation, donc effectivement c'est plus du tout pareil. On pourra plus y accéder comme ça. Bon, c'est pas grave, mais en fait j'avais mis 400 sur 600 Blender, d'ailleurs on va le fermer. Et donc voilà, en espérant que ça vous aura apporté des solutions. Là on voit que cette goutte là c'est dans la simulation, c'est involontaire, c'est une goutte qui rentre pas dans l'objet, mais qui fait que son contact avec le smooth, du coup on n'a plus le trou au milieu, et elle prend son contact en haut. C'est un peu comme s'il y avait deux gouttes qui avaient été faites comme ça. Si j'annule l'hypernarbe, on se retrouve pareil en fait. Donc c'est un peu plus loin dans un peu plus avant dans l'animation, ou un peu plus loin, voilà. Elle se sépare à ce niveau-là. Donc c'est des gouttes, voilà. Alors après c'est à vous de voir dans Blender de paramétrer de façon à ce que ce soit déjà plus fluide, mais vous allez rentrer dans des temps de calcul qui peuvent s'avérer carrément énormes. Hop, là, on va se remettre à l'endroit. Bon voilà, en espérant que le tuto vous aura plu, que j'aurais pas été trop long. J'ai eu quelques petits problèmes de bugs pendant
pendant le tuto. Donc voilà, j'espère que ça vous ira. On se retrouve très prochainement pour un tuto sur la modélisation de yeux réalistes. Alors je vais me servir de 3ds Max, mais tout ce qui sera dit sous 3ds Max ce sera valable sous les autres logiciels. Simplement, moi je le fais sous 3ds Max parce que c'est un soft que j'utilise énormément. Donc, enfin, c'est celui que j'ai utilisé le plus souvent. Maintenant, je me mets à Cinema 4D depuis quelques mois, là. Mais 3ds Max fait que, comme je le connais beaucoup mieux pour le tuto, ça ira plus vite. Mais tout ce que je dirai sera valable pour les autres softs. Simplement, les outils seront pas les mêmes, mais le résultat sera la même chose. Quand on va couper un objet, il faudra couper avec des outils différents sous Cinema 4D que sous 3ds Max. Mais le résultat est le même. C'est surtout en fait la démarche qui est importante. Peu importe le soft, ils ont tous à peu près les mêmes fonctions. C'est simplement qu'elles portent des noms différents. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et puis à très bientôt. Au revoir.